toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau Big Bartolo Talk Show. Après 3 numéros, nous avons fait le point pour faire un peu évoluer la formule. Certaines rubriques restent, d'autres partent, et enfin d'autres arrivent. Le tout dans un nouveau décor, beaucoup plus simple, mais toujours aussi chaleureux. Mais c'est toujours le BBTS, le talk show qui parle plus ou moins théâtre, et parfois moins que plus. Pour ce 4e numéro placé sous le signe de l'été et des vacances, je serai toujours accompagné par 3 membres de la compagnie Bartolo. Lorsqu'il était petit, avant de dormir, il demandait à sa mère de lui lire des livres de contes. Celle-ci s'exécutait et au bout de quelques colonnes de chiffres, il s'endormait et partait dans des rêves dans lesquels, tel Picsou, il nageait dans des montagnes de pièces. Voici notre trésorier, Guillaume. Donnez-lui une trompette, il ne fera pas pouette-pouette. Donnez-lui un piano, il ne fera pas blang-blang. Donnez-lui une guitare, il ne fera pas gling-gling, non. À la place, il vous sortira une de ses compositions musicales dont il a le secret. Voici Jean-Baptiste. Il revient pour une nouvelle saison à animer nos ateliers enfants, pour le plus grand plaisir de ceux-ci d'ailleurs. Expert en improvisation, ancien mammifère domestique sentient aéroporté, reconverti en ours herbivore appartenant à l'ordre des carnivores. Et oui, voici Fred. Eh bien bonjour à tous les trois, ça va bien installé? Très bien. Super, donc bienvenue pour ce 4e BBTS, le talk show qui parle plus ou moins théâtre, parfois moins que... Plus. Oui. Alors donc toujours le même principe, hein, vous êtes tous les trois là pour faire chacun une rubrique que vous avez préparée. En un mot, votre rubrique chacun, Jean-Baptiste? Apéro. Apéro, oui. Guillaume? Équipe. Équipe. Fred? La peur. Ouh, tout un programme. Alors, je vous l'ai dit, la formule, on a un peu fait évoluer. Avant, commencer par l'échauffement théâtral à refaire chez vous. Bon, bah ça on oublie. Hein, voilà, ça, il n'y a plus. C'est bien pourtant. Ouais. L'un des principes, c'était aussi de pouvoir trouver quel était l'ordre dans lequel on allait faire les rubriques. Au final, ça a marché une fois sur les 3, puisqu'une fois on a fait un match, un ex-aequo, et l'autre fois, comme on était obligé de retourner des séquences dans le désordre, on a dû zapper ça, ce qui n'arrivera plus. Tu veux dire que l'émission n'est pas en direct? Non, alors... Mais pourquoi je suis en short alors? Nous sommes fin août, donc tu peux être en short. Bonjour, ici le monteur de l'émission. Alors oui, on a eu un petit peu de retard dans la finalisation de cet épisode, ce qui fait qu'au moment où il sort, nous ne sommes plus en août mais en septembre. Mais bon, c'est un peu aussi ça, la spécialité de BBTS, c'est de sortir en retard. Voilà. Bon bah, bon visionnage de ce nouveau BBTS spécial vacances. 3 chroniques, il n'y a plus L'entraînement. L'entraînement, l'échauffement à refaire chez vous, mais on part toujours théâtre. Et donc, je me suis dit plutôt à la place, on va tester votre culture générale. Votre culture générale du théâtre. Si on n'en a pas, on peut partir. Eh bah, t'auras pas de point. Je comprends pourquoi tu voulais que ce soit nous les bêta-testeurs de cette nouvelle version. Voilà, c'est ça. Nous sommes des puits de savoir. Exactement. Moi, Donc- je suis un puissant fond, mais bon. Comme c'est une spécialité, voici donc la première chronique. Voici le BBQ. Bienvenue dans le BBQ. À votre avis, qu'est-ce que c'est le BBQ? Alors c'est un truc qu'on fait en général l'été avec des saucisses et de la viande. Et c'est un moment convivial. Donc en d'autres termes, le... Barbecue. Barbecue. Eh bien non, pas du tout, c'est le Big Bartolo Quiz. Oh. Ah oui, bien C'est sûr. bien trouvé. Et on avait un petit slogan, c'est pas? Voici le Big Bartolo Quiz, le quiz qui donne chaud aux fesses. Et voici les règles du BBQ. Chaque joueur a un buzzer devant lui. Lorsque je pose une question, n'importe quel joueur peut buzzer sur n'importe quel buzzer. S'il buzz sur le buzzer d'un autre joueur, c'est ce joueur qui doit répondre à la question. Il dispose alors de 3 possibilités.
merguez pour 1 point avec 2 propositions de réponse, brochette pour 3 points avec 4 propositions de réponse, ou tout braise pour 5 points sans proposition de réponse. S'il donne la bonne réponse, il gagne les points mis en jeu, sinon les points reviennent au joueur l'ayant buzzé. Si un joueur décide de buzzer pour lui-même et qu'il donne la bonne réponse, il remporte le double des points mis en jeu. En revanche, s'il se trompe, ses 2 adversaires reçoivent le nombre de points mis en jeu. C'est parti pour le Big Bartolo Quiz, le jeu qui donne chaud aux fesses. On va tout de suite commencer. Alors je précise, c'est un spécial Shakespeare. Oh, Et le jeu se joue en 3 questions. Voilà, j'adore Shakespeare. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Quelle est la comédie de William Shakespeare dans laquelle des personnages se perdent dans une forêt enchantée où règnent des fées et des esprits farceurs? Quelle est la comédie de William Shakespeare dans laquelle des personnages... Ah, Fred. Alors, Fred, est-ce que tu fais un merguez, un brochette ou un tout braise? Je vais prendre des ribs, moi. Tu vas prendre des ribs. Ouais. Merci. Non, une merguez. Merguez, donc tu veux 2 propositions Ah non, de attends, réponse. non, elle est 4. Allez, je tente celle à la brochette. Il n'y a qu'une brochette. Beaucoup de bruit pour rien, le songe d'une nuit d'été, la nuit des rois ou comme il vous plaira. La nuit des rois. Et c'est une mauvaise réponse, c'était le songe d'une nuit d'été. Donc 3 points pour Jean-Baptiste. Deuxième question. Dans quelle pièce de William Shakespeare un personnage nommé Puck, également appelé Robin Goodfellow, est-il un farceur et un esprit malicieux? Dans quelle pièce de Shakespeare un personnage nommé... Ah, Jean-Baptiste. Puck, un farceur, un esprit malicieux, je vais dire... Alors déjà, merguez, brochette ou tout Bah, braise? brochette, s'il te plaît. Le roi Lear, la nuit des rois, le songe d'une nuit d'été ou Macbeth? Un esprit farceur et malicieux. Hein. Dans quelle pièce de Shakespeare Ouais. un personnage nommé Puck, également appelé Robin Goodfellow, est-il un farceur et un esprit malicieux? Alors, pas dans Macbeth. Songe d'une d'été, je me rappelle pas. Les 2 autres, c'était le truc des Le rois. roi Lear, la nuit des rois, le songe d'une nuit d'été ou Macbeth? Le roi Lear. Le roi Lear. Et c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait du songe d'une nuit d'été. Allons-y pour la 3e et dernière question. C'est le moment de tout jouer pour essayer d'éviter un ex-aequo. On n'aura pas d'ex-aequo normalement, donc c'est bon. Quel est le titre complet de la célèbre comédie de William Shakespeare dans laquelle la phrase « Tout est bien qui finit bien » apparaît? Quel est le titre complet de la célèbre comédie de William Shakespeare dans laquelle la phrase « Tout est bien qui finit bien » apparaît? Quel est le titre? Ah, Guillaume. Donc Guillaume veut répondre. Merguez, brochette ou tout braise? Je vais faire une merguez, je suis petit joueur. Donc en 2 propositions de réponse, très bien. Tout est bien qui finit bien ou le songe d'une nuit d'été? Tout est bien qui finit bien. Et c'est la bonne réponse, Guillaume. Attends, la question c'est quel est le titre de la pièce qui termine par tout est bien qui finit bien? La réponse est tout est bien qui finit Voilà. bien. Ne serait-ce pas, Thomas, l'esprit malicieux et... Ah oui, espèce de pute. taquin. Mais non, pas du tout. Je remercie bien sûr notre pas du tout sponsor pour l'écriture. Merci ChatGPT pour les questions. Et bien voilà, donc le principe, je rappelle, c'était quand même de pouvoir vous départager sans avoir d'ex-aequo. Et on est ex-aequo. Donc, Alors, écoutez, Pose une question sur Shakespeare. je vais poser une question sur Shakespeare. Attention, alors, question de rapidité, Ouais. entre vous deux, d'accord? Pourquoi entre nous deux? Parce qu'entre vous deux. Bah, on a tous donné une mauvaise réponse. Oui, mais... Bonjour, c'est encore le monteur. Bon, alors normalement, il y a bien une égalité entre Jean-Baptiste et Fred, puisque Guillaume a bien donné la bonne réponse. Mais bon, à ce moment-là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tout le monde s'est emmêlé les pinceaux, ce qui fait que le classement qui a été finalement annoncé donnait Fred premier, Jean-Baptiste deuxième et Guillaume dernier. Voilà, désolé pour cette interruption, reprenons tout de suite le BBTS. Voici tout de suite, oui c'est ça, la chronique de Fred. Eh bien Fred, te voici sur la chaise des accusés, enfin la chaise des chroniqueurs, pardon. Et donc, c'est toi qui passes le premier pour ce nouveau BBTS. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Fred? Alors, tu vas voir. Hein, Ah. ce sera plus simple. Pas de problème. Moi, comme d'habitude, je vais m'adresser directement au... La caméra est là-bas. Bonjour.
Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors très content de vous retrouver. Hein. Ça fait quasiment maintenant 1 an, non, 2 mois. Ça fait combien de temps du coup qu'on les a pas vus, Thomas 2 mois, normalement toi 2 mois. 2 mois, donc ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Ces 2 mois m'ont paru une éternité depuis ma dernière chronique. Qui a été tourné il y a plus d'1 an. Ah mais c'est vrai, hein, ouais, mais là tu me casses un peu la suite. Parce que, pardon. coup, je jouais un peu en disant non mais ça a été tellement long qu'on a eu le temps de faire 2 pièces, un nouveau café-théâtre, des spectacles de barbus, de moustachus. Ces 2 mois m'ont paru tellement longs que j'ai presque l'impression que certains sont à 2 doigts de devenir papa alors qu'ils étaient encore de jeunes jouvenceaux lors de notre dernière chronique. Alors oui, j'ai dit jouvenceaux. Hein. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire jouvenceau, je vais vous donner le même conseil que m'avait donné ma maminette quand j'avais 6 ans et que j'avais été lui demander un peu la définition d'un mot, tout simplement. Et elle m'avait dit, alors précisément, que je retrouve, oui, si elle m'avait dit, eh ben t'as qu'à aller chercher dans le dictionnaire petit con, je regarde les feux de l'amour. Et par contre, avant d'aller regarder dans le dictionnaire, continue à limer, j'ai toujours de la corne sous les pieds. Une belle charmante ta mamie. Très complètement. Alors, les plus taquins d'entre vous se diront sûrement, voilà encore qui part sur n'importe quoi, on avait quand même demandé des chroniques sur le théâtre, il va encore réussir à nous parler d'Eden Hazard. Oui, je viens de le faire. Alors, les plus taquins ou les gens les plus proches. Hein. Mais rassurez-vous, cher public, chers présentateurs, c'est bien de théâtre qu'on va parler. Ah. Alors, vous savez, il n'est pas toujours facile de trouver un sujet de chronique. Hein. J'aime le théâtre, j'en fais depuis des années, mais on ne sait jamais quel thème approcher, par quel côté l'aborder. Et heureusement, tu es là, cher public. Et tu m'as adressé tant de courriers pendant ces 2 mois, 1 an, cochez ce qu'il vous faut, qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'à répondre à ces questions. Alors, un peu comme au café-théâtre de cette année, où nous avez répondu à vos questions, une sorte de SAV des ateliers, où je serai Fred avec quelque chose d'Omar, un mélange d'Alison Wheeler, Thomas Dozer ou autre, Jean-Luc Lemoyne. Bref, je vais répondre à tes questions publiques. Courrier des lecteurs par Fred. Voilà, pas mal, hein Ouais. Alors, j'ai une première question de Griselda F. Qui vient de Tremblay-sur-Seine. Sa question c'est « Quoi que ça veut dire la glossophobie et peut-on la faire disparaître grâce au théâtre ?» Ouais. Alors déjà Griselda, je vous salue pour votre audace syntaxiale. Par contre, je vous répondrai bien ce que ma maminette me répondait. Seulement j'ai des pieds parfaits et je suis pas sûr que notre présidentateur ici présent apprécierait que j'insulte notre cher public. Donc Griselda, je vais vous expliquer ce qu'est la glossophobie. Alors je vous vois venir, pour ceux qui douteraient, j'ai bien dit la glossophobie, hein, je prononce bien les R. Donc, la glossophobie, c'est la peur de parler en public. Et donc, au théâtre, on appelle souvent ça le trac. Alors je pense que Griselda, non, on ne fait pas disparaître le trac en faisant du théâtre. Au contraire, on va même régulièrement le convoquer. Je ne compte pas le nombre de fois où avant de monter sur scène, je me demande, mais pourquoi on a la gorge sèche souvent, la gorge nouée, hein, les jambes tremblantes, la bouche pâteuse, l'estomac qui va dans tous les sens. C'est des choses qu'on ressent souvent avant de monter sur scène. Et pas seulement avant de monter sur scène. Hein. Moi par exemple, quand je suis au travail et que je dois parler devant des gens, même si c'est pour me présenter, je ne suis pas tout à fait bien. Hein. Mais si on ne fait pas disparaître ce trac en faisant du théâtre, on va apprendre à le vaincre. On va apprendre à gérer avec. Même si on est toujours terrorisé, on arrive à ne pas le montrer et à aller au-delà. J'irai même plus loin, ce trac, si on le maîtrise, c'est une très bonne chose. Il nous indique qu'on n'est pas dans une situation à la cool. Quand je vais sur scène, je ne suis pas tout à fait comme si je vais chercher quelque chose dans mon frigo. J'ai conscience que je vais faire quelque chose pour lequel il faut que je sois attentif, pour lequel je vais devoir faire attention à ma voix, à mon articulation, à mon jeu. Et ça me met dans les bonnes conditions. D'ailleurs, mon prof de théâtre, premier prof de théâtre, m'avait très tôt parlé d'une phrase de Sarah Bernard. Alors, pour les jeunes qui nous regardent, Sarah Bernard, c'est une des plus grandes comédiennes françaises, morte il y a maintenant 100 ans. C'est comme Zendaya, mais aujourd'hui. Donc cette Sarah Bernard aurait dit à une de ses élèves, qui se vantait de ne jamais avoir le trac avant de monter sur scène, elle lui avait dit « Ne t'inquiète pas, ça vient avec le talent ». Donc, je trouve que c'est une phrase bien thug quand même. Donc, je demande à notre présidentateur-monteur de pouvoir nous mettre une petite Sarah de photo Bernard avec des lunettes noires, tu sais, un peu en mode tag. Ouais. Pour l'émission, hein, pas maintenant. Tu le veux où Oh, bah, vous tu veux pas Là, arrêter à il côté s'est de juste moi. là, Ah ouais, très voilà, bien. hop, et voilà. Ah, oh, il est bon notre compteur. Un peu à l'arrache, mais bon. Oui, mais c'est le bonheur de travailler avec moi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà.
Et donc, tout ça pour vous dire que le track, bah, ça fait partie aussi du jeu. Et que on va pas apprendre à les faire disparaître, mais on va le dompter et l'accepter, que ça va nous faire encore mieux jouer. Et que ça va vous servir dans votre vie de tous les jours, même au-delà des planches. Alors Griselda, foncez, n'ayez pas peur. Voilà. C'était le premier courrier de Griselda. J'ai une deuxième question. Je peux ? Oui, bien sûr, pas entendu. Alors, deuxième question d'Annie G de Paris. Bonjour Frédéric. Êtes-vous encore un cœur à prendre ? Je vous trouve craquant. Hein. Vraiment, cette petite chemise à feuilles est du meilleur effet. Ces petites lunettes vous vont très bien. J'avais une question sur le théâtre, mais je ne m'en souviens plus. Ouais, bien, chère Annie, merci. Vous m'avez confondu avec Guillaume. Hein. J'ai pas plus de chemise à fleurs que de charme, donc vraiment, vous m'avez confondu. Donc, je vous laisserai l'adresse de Guillaume. Hein. Vous pourrez le contacter après l'émission. Alors, même si vous avez des goûts très sûrs, du coup, il semblerait que vous ayez des petits problèmes de mémoire. Et alors, quand on a peur d'oublier les choses, bah, le théâtre, ça aide aussi. Parce que forcément, on va régulièrement apprendre des textes. Alors, quand on est dans la vie active, qu'on travaille, on n'a pas toujours des choses à retenir au travail. Et donc, on oublie un peu de faire travailler sa mémoire. Et on rouille un peu. Et du coup, le théâtre va pouvoir vous aider en apprenant des textes, des instructions de mise en scène. Il va pouvoir tout simplement vous aider aussi à travailler votre mémoire. Donc, si vous avez peur, ma chère Annie, d'avoir des problèmes de mémoire, faites du théâtre, vous allez voir, ça va vous aider. Hein. Voilà. Ah, tiens, j'ai une troisième question. Vas-y. Troisième question de Marie-Claude B. Votre chronique est fort amusante, merci. Mais si vous pouviez la finir et finir l'émission au plus vite, car j'attends 2 d'entre vous pour le goûter. C'était la troisième et la dernière question. Très bien. Enfin, donc je finirai cette chronique en vous disant tout simplement que si vous avez peur de faire du théâtre, c'est normal, c'est que vous êtes sain d'esprit, il n'y a aucun souci. Mais ces peurs, bah, vous allez apprendre à les dompter, et grâce au plaisir de la scène, vous allez très vite les oublier, ça vous servira au théâtre et dans plein d'autres endroits, donc faites du théâtre. Eh bien, merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup, Fred, pour cette première chronique. Alors voilà, passons tout de suite à une nouvelle séquence de l'émission. Je l'ai dit, il y a des nouveautés. Hein. Et donc, une nouvelle séquence dans laquelle nos chroniqueurs, dans laquelle vous allez devoir exploiter vos talents de comédien et surtout vos dons pour l'improvisation. Voici la séquence improbable. Dans cette première séquence improbable, Guillaume, Fred et Jean-Baptiste jouent une famille sur la route des vacances. Cette séquence prend la forme d'un abécédaire classique, c'est-à-dire que le premier improvisateur commencera sa réplique par un A, le deuxième par un B, le troisième par un C, et ainsi de suite. Mais attention, il y a une contrainte en plus. À chaque coup de klaxon, les participants doivent tourner, c'est-à-dire échanger leur place et leur personnage. Prêt pour cet abécédaire tournant sur la route des vacances? C'est parti pour la séquence improbable. Attends, faut que je dépasse ce camion. Bon, encore un qui a eu son permis dans une pochette surprise, pas possible ça. Hein. C'est quand qu'on arrive Dis, tu vas pas commencer. On vient de partir. Étienne, ça fait 17 fois déjà que tu nous demandes quand est-ce qu'on arrive, la 18e fois, tu vas voir ce qui va se passer. Donc maintenant tu te calmes tout de suite, tu dors ou je sais pas, tu t'occupes derrière, mais t'arrêtes de nous embêter devant. On est à quelle lettre du coup? C'est quoi les dates? Flûte alors. Si j'avais su, j'aurais pris ma Game Boy. Gare à ton vocabulaire, la prochaine fois que tu dis encore une grossièreté, tu vas t'en prendre une. Hector, on a oublié le chien Hector, il est passé où celui-là? Il était en train de faire un trou dans le jardin quand on est parti. Je parle pas de ce matin, je parle pas de ce matin. Je parle que là, je sais pas. De là où il est. De là où il est maintenant, là tout de suite, au moment où je te parle concrètement, quelque part quoi. Camille l'a pris avec lui normalement. Je vois pas où est le problème. Là derrière, il est dans le coffre. Mais Je l'entends, il gratte. Mais évidemment qu'il gratte, on laisse pas un chien dans le coffre, enfin il va étouffer. Pourquoi vous avez mis ce chien dans le coffre? Non mais on n'a pas mis le chien dans le coffre, y a rien dans le coffre. Parce que je te dis que c'est Camille qui a pris dans l'autre voiture le chien. Quelle lettre?
Ou alors, c'est Jean Gérard, le hamster qu'on a pris par erreur, qui gratte. Pris par erreur, Jean Gérard, le hamster. Mais comment on prend un hamster par hasard ou par erreur? C'est encore... Je t'avais dit, Étienne, qu'on ne prenait pas Jean Gérard. Tu sais qu'il n'aime pas la montagne et les hauteurs. Du coup, qu'est-ce qu'on irait faire? Bah, un hamster dans la voiture, franchement, non. Ça doit être autre chose. Regarde là-bas, il y a un radar, ralentis, fais attention. Si jamais vous sortez pas Jean Gérard du coffre, je vous préviens, moi non plus, je sors pas de la voiture. T'as fini tes bêtises un petit peu, puisqu'on te dit qu'on n'a pas pris le hamster, il est resté à la maison. Une bonne fois pour toutes, on a préparé ce voyage, tout est prêt, tout est bien, donc y a pas de problème. Allez, on roule et on arrive vite. Vraiment, j'ai les parents les plus bêtes du monde, il y a quelque chose qui gratte, si c'est pas Jean Gérard, c'est quoi? Il pourrait aller dans le coffre, hein. Oh là 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 là, eh oh, ça va maintenant, hein. On se calme, au pire vous vous envoyez des textos, puis vous me laissez conduire sereinement. Xavier, ouais, t'es déjà au chalet? Alors, prépare-moi, va chercher de l'alcool, parce que là, je te jure, le trajet est très long. Je vais en avoir besoin, serre-nous un bon apéro pour quand on arrive, Xavier. Ah, je te dis à tout à l'heure. Y a un souci, maman. Je veux faire pipi. Zut. Bravo! Bravo à vous trois pour cette première séquence improbable. On passe tout de suite à la deuxième chronique. C'est la chronique de Jean-Baptiste. Oh bah non, bah me voilà chassé de mon bureau. Alors, pour ma chronique aujourd'hui, Oui. j'ai commencé par sortir du cadre. Ah, oui, ok. On ne te voit plus. Super. Et où est passé JB? Ah, alors ça c'est très vidéo, c'est... J'avais promis à Fred que je le réveillerais avec un coup de trompette. Ouais, c'est vrai. Il n'y attendait pas, effectivement. Et alors c'était... de la trompette. Qu'est-ce que j'ai joué? Je connais pas le nom, mais je connais la musique. Alors, il y en a qui va me dire, allez le LOSC, allez l'IOSC, machin. Aïda. Bien. C'est le seul truc que je connaissais de la chronique, le reste je ne sais pas ce qui va se passer. Aïda, c'est un opéra de Verdi. Ah oui, bien sûr. Et là, vous me dites, quel rapport avec apéro? Bah, je me suis trompé de lettre. Je crois qu'on s'est fait avoir. Un petit peu. Oui. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'opéra. Parce que Verdi, Aïda, est peut-être un opéra extrêmement connu, mais un opéra qui tire son histoire d'une œuvre qui n'est pas une pièce de théâtre. Par contre, il existe énormément d'opéras qui ont été tirés de pièces de théâtre, et c'est de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tenez, par exemple, ça, c'est Nessun Dorma. Et c'est certainement la plus célèbre des interprétations de Pavarotti. Alors c'est l'opéra Turando de Puccini qui a été créé à la Scala de Milan en 1926. Et Puccini a mis en musique la pièce italienne éponyme de Carlo Gozzi de 1762, 150 ans plus tôt. C'est la Commedia dell'arte, c'est inspiré d'un ancien conte perse avec une dimension féerique, truculente, voire invraisemblable, marque de fabrique d'un auteur resté trop méconnu chez nous, mais qui a eu son succès de l'autre côté des Alpes et dans une partie de l'Europe, puisqu'il a inspiré bon nombre de compositeurs comme Prokofiev, Wagner, Busoni ou Puccini. Alors pour cette chronique sur l'opéra, tirée de pièces de théâtre, eh bien à mon tour, parce que décidément c'est le jour, je vais vous proposer un petit quiz. Oui. Alors je vais vous donner des opéras, comme par exemple Rigoletto de Verdi,
La Faust de Gounod ou la Damnation de Faust de Berlioz. Mhm. Othello, il y a un Othello de Verdi et un Othello de Rossini. Ok. Le Barbier de Séville de Rossini. La Traviata de Verdi. Les Noces de Figaro de Mozart. Un opéra mystère. Et je vais vous demander, vous laissez une petite minute pour le faire, de trouver à quelle pièce de théâtre ça correspond parmi La Précaution inutile, Le Roi s'amuse de Victor Hugo, La Folle journée, une pièce de Goethe, La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, Le Mort de Venise et une comédie mystère. Alors comme je suis sympa, je vous en donne déjà un pour commencer. Voilà, No. Ah, oui, d'accord, ok. Yes. à vous. Ok. Alors, déjà, le Barbier de Séville, c'est la précaution utile. C'est. Comment il s'appelle ce con Pâques, Beaumarchais. C'était le Barbier de Séville ou la précaution inutile, si je me trompe pas. Tu dis ça? Ouais, il me semble que c'est ça. Et du coup, dans le même. Dans la continuité. Oh là là, hey, Tu vois on dirait le. le juste prix. Et donc, les Noces de Figaro, Mozart, c'est les Noces de Figaro ou La Folle journée. Ouais. Et donc aussi l'autre Pâques, Beaumarchais. Alors, il y a- Voilà, j'en ai dit deux, maintenant vous démerdez. Hein. il est Mais c'est possible- les deux que je savais. Si je peux vous donner un indice, si je n'ai pas tout dit sur les pièces de théâtre, c'est parce que ce serait vraiment trop évident. Alors, c'est vos idées? Donc Rigoletto, le roi s'amuse. Eh ben, ouais. Faust, le truc de Goethe. Othello, le mort de Venise. Le Barbier de Séville, la précaution inutile. La Traviata, la Dame aux camélias. Les Noces de Figaro, la folle journée. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Ah bah Et l'opéra allons-y. mystère avec une mystère. Alors, C'est ça qu'on a Rigoletto de Verdi. Yes. Eh ben, on Yes. voit pas. On le voit pas, c'est bon. Ah, c'est que c'est bon. Alors, c'est le Ah roi... oui. Effectivement, c'est le roi s'amuse. Alors moi je le vois, c'est en jaune en dessous, si vous voulez. Ok, oui. Le roi s'amuse de Victor Hugo. Le roi s'amuse est un drame historique en 5 actes et en vers de Victor Hugo basé sur une histoire vraie de la cour de François Ier. Il met en scène Triboulet, alors Triboulet puisque c'est Victor Hugo. Victor Hugo, oui. Il met en scène Triboulet, un bouffon de cour laid, malade et aigri qui manipule le roi et le pousse dans les pires vices, et avec lui toute la cour et les seigneurs avoisinants. C'est un héros pathétique et pourtant attachant, car en fait d'être méchant, il est surtout malheureux de sa condition, mais très aimant de son unique fille, qu'il protège de la société qu'il façonne avec le roi comme marionnette. Malheureusement pour lui, son comportement se retourne contre lui, puisque la fille de Triboulet s'éprend du roi. Le roi enlève la fille de Triboulet, Triboulet veut tuer le roi, et Triboulet tue en fait sa fille. Hugo, sous couvert de raconter les vices de François Ier, dénonce ceux du régime de sa propre époque assez violemment. On a Triboulet qui balance aux courtisans du roi vos mères aux laquais se sont prostituées, vous êtes tous des bâtards. Et forcément, la pièce sera interdite le lendemain de la première. Eh bien, l'opéra de Verdi, composé en 1851, subira le même sort. C'est pour ça qu'il change le lieu et les personnages et que Triboulet devient Rigoletto. C'est alors, petite parenthèse personnelle, c'est vraiment un opéra à voir parce que c'est assez rare d'avoir un baryton comme personnage principal. Souvent on a des ténors avec des voix plus hautes. Là on a un personnage déjà qui n'est pas un personnage, un héros. On a un héros vraiment pathétique et en même temps très touchant. Et encore plus porté par le chant, par la voix grave, on sent vraiment toute la tristesse et la douleur du personnage. C'est vraiment un opéra très sympa, puis avec des airs très connus, quoi. On vient quand même d'apprendre du coup que c'est Victor Hugo qui a presque inventé Fils de p***, quoi. Un peu. J'aime beaucoup l'idée, vos mères se sont prostituées à des laquais. Bonne façon de dire gros fils d'up, quoi. J'aime bien, pardon. Ah bah Victor Hugo, hein. La classe.
Alors, Faust, vous avez dit une pièce de Goethe. Et effectivement, Oui. c'est Faust de Goethe. On est bon, les gens. Alors, à travers 2 pièces de théâtre nommées Faust, parce que Goethe ne s'est pas foulé, Goethe met en scène un alchimiste allemand du XVIe siècle qui conclut un pacte avec le diable pour une seconde vie de plaisir. Histoire assez courante de pacte avec le diable. C'est déjà tiré d'un conte populaire, parce que Goethe ne s'est vraiment pas foulé, et ça a déjà été adapté en pièce de théâtre par 2 autres auteurs avant Goethe. Donc Goethe, vraiment, il s'est pas foulé. Le personnage, ou au moins la mythologie de Faust, a été maintes fois mise en musique, opéra, ballet, symphonie. Charles Gounod, fasciné par le travail de Goethe, écrit en 1859 un opéra qui reste son œuvre la plus connue, et même un des opéras français les plus connus au monde, aux côtés de Carmen de Bizet. Par contre, je ne vais pas vous parler de cet opéra-là, je vais vous parler de La Damnation de Faust, donc, qui cette fois-ci est une pièce de Berlioz, une œuvre de 1846 qui n'est même pas un opéra à la base, et qui a fait un énorme flop qui a ruiné le compositeur. Comme quoi. Par contre, si nous, aujourd'hui, on connaît la musique de La Damnation de Faust, c'est sûrement pour quelque chose. Je vais vous mettre l'audio, l'image arrivera un petit peu après, ça devrait vous rappeler quelque chose. Non, monsieur. On bavarde. Oui, c'était très mauvais. Othello. Othello, vous avez dit Le mort de Venise. Mort de Venise. On est Bonne bon, on est réponse. bon. Excellent. Othello avec un H pour la pièce de Shakespeare, sans le H pour l'opéra de Verdi, encore lui, et sans H aussi pour l'opéra de Rossini. Et oui, parce que la tragédie shakespearienne a inspiré pas moins de 2 opéras et un ballet. L'action se déroule sur l'île de Chypre, en pleine tempête. Le mort Othello, chef de guerre victorieux, retrouve sa jeune épouse Dédémone. Mais sur place, il devient surtout la victime de la haine vorace et bien dissimulée de son lieutenant Iago. Incarnation brute du mal, prête à tout pour détruire son maître. Merci Wikipédia, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est du Shakespeare, c'est sinistre et c'est pas marrant. On continue, le barbier de Séville. Vous avez dit, La précaution utile. et Thomas était plutôt sûr de lui. Et perdu ses bandes. Effectivement, le barbier de Séville ou la précaution inutile de Beaumarchais. On en a maintes fois parlé chez Barthelot, déjà parce que c'est à cause de Beaumarchais que le prix des places est aussi cher. Beaumarchais étant l'inventeur des droits d'auteur, de la SACD, donc de la SACEM, donc disons-le, l'associé posthume de Nicolas Sarkozy pour la création d'Adopi. Mais surtout parce que Barthelot, c'est le docteur dans la pièce. Le docteur Barthelot, tuteur de Rosine, dont est tombé amoureux le comte Almaviva, qui sera aidé de son ancien valet devenu barbier à Séville, et ce valet s'appelle... Bon, merci, on a compris. L'opéra inspiré de cette pièce est léger et drôle. Il y a une quantité d'air qu'on connaît et qui en sont tirés. Et bien, mise en scène, c'est vraiment un régal. Hein. Cherchez-le sur Internet ou dans l'opéra le plus proche de chez vous. Alors, vous n'avez pas des opéras partout, mais vraiment... pour rentrer dans l'opéra, c'est un très bon opéra. Parce qu'on a tout l'humour de Beaumarchais avec la légèreté et la bonne humeur de Rossini. Ou alors, je ne vous montrerai pas, je vous laisserai chercher. Allez chercher sur le site de l'INA l'interprétation des 4 Barbus qui chantent, c'était un groupe de chansonniers des années 60 ou 50, j'ai plus, qui chantent « Vive la barbe et les barbus » sous l'ouverture de l'opéra. La Traviata, vous m'avez dit la Dame aux Camélias. C'est une bonne réponse. Donc on peut déjà dire que vous avez fait un sans faute. La Traviata, opéra de Verdi, encore et toujours lui, qui laisse peut-être le plus grand nombre d'airs célèbres que quand on les entend, on se dit « Oh, c'est la pub de machin ». Alors je ne sais plus la pub de quoi c'est, mais oui. Les gâteaux, non? Du jambon, j'ai une idée de jambon. Ah ouais, peut-être du jambon. On connaît une tranche de jambon. Alors, il adapte l'œuvre d'Alexandre Dumas, fils, La Dame aux Camélias. Et là, vous allez me dire... C'est un tableau. Alors, c'est un tableau, mais c'est surtout à la base un roman. Un excellent roman de 1848 dans lequel Dumas raconte sa propre histoire d'amour avec la courtisane Marie Duplessis. Eh oui, mais Dumas a lui-même adapté son roman en drame de 5 actes en 1852, et c'est de cette adaptation qu'a été tiré l'opéra La Traviata.
Alors c'est un gros loupé lors de la première, parce que Verdi n'avait pas vraiment eu le choix sur la distribution, qu'il a corrigé juste après, et l'opéra est devenu un succès, encore aujourd'hui parmi les plus joués au monde. L'histoire, c'est simple, hein, une courtisane fuit sa vie mondaine parisienne par amour pour un jeune homme d'une riche famille. Elle devra renoncer à lui pour éviter un scandale familial. À peu près toutes les comédies romantiques du cinéma de ces 50 dernières années. Et donc pour finir, vous m'avez dit Les Noces de Figaro de Mozart, La folle journée. La de folle Beaumarchais. journée, qui est en fait effectivement le mariage de Figaro ou La folle journée de Beaumarchais. Et le deuxième, c'est ça, la trilogie. Le deuxième de la trilogie. Nous revoilà avec Figaro. La deuxième pièce de la trilogie de Beaumarchais s'intitule Le mariage de Figaro. Figaro est redevenu valet du comte Almaviva et de Rosine devenue comtesse. Il doit épouser Suzanne, la camériste de Rosine, pourtant poursuivi des assauts du comte. S'en mêle le docteur Bartolo, sans âge en l'opéra, et ses acolytes. En gros. Alors, je fais une pause parce que la musique est toujours géniale, puisque cette fois-ci nous sommes en Autriche avec Wolfgang Amadeus Mozart, et l'opéra est plus grandiose que léger. On a quitté Rossini, nous sommes en Autriche. Néanmoins, l'histoire est toujours de Beaumarchais, donc est toujours très amusante. Un style musical différent, mais très plaisant. Fun fact, Beaumarchais, le chancre du droit d'auteur, insista pour approuver le projet d'opéra avant que Mozart ne se mît à le composer. Mais le compositeur ne fut payé qu'une misère, car si les auteurs étaient désormais rémunérés grâce à Beaumarchais, les musiciens étaient encore considérés comme des artistes mineurs. Comme quoi, le droit d'auteur met chacun pour sa chapelle. La SACEM n'arrivera que bien plus tard. Il me reste à vous présenter l'opéra mystère. Alors, je vais vous le décrire. Si vous trouvez, levez la main. Si vous le trouvez, ne le dites pas, laissez aux autres le plaisir de la découverte par l'image et par le son. Alors, opéra belge du compositeur Philippe Bosman, créé à titre posthume au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles en décembre 2022. Philippe Bosman, compositeur lyrique contemporain, célèbre pour ses opéras inspirés de Jeanne d'Arc, Shakespeare ou encore Pinocchio, au crépuscule de sa vie, souhaite mettre sur pied un ultime opéra, enfin tiré d'une comédie. Vieux rêve qu'il chérissait sans jamais avoir trouvé la bonne source d'inspiration. Il finit par trouver son bonheur en découvrant une pièce en un acte de 1910 qui était elle-même déjà composée de 6 scènes musicales. Son auteur est un dramaturge français, célèbre pour ses vaudevilles qui, suite à son divorce, devient plus acerbe dans ses écritures et livre ainsi une comédie de mœurs contant les mésaventures d'un couple avec leur enfant tyrannique, archétype de l'enfant roi. L'opéra, comme le vaudeville, est une farce espiègle et scatologique mettant en scène Bastien et Julie Follavoine, représentant en peau de chambre, et leur fils Hervé, souffrant d'un mal intestinal dont le traitement donnera son nom à la pièce. Tu l'as ? Je pense savoir. Tu penses ? Eh ben, la réponse en images. Eh bien, il n'y a qu'à le purger. En voilà assez. Fâché bébé. Le pur jeu bébé de Fédo. Voilà, Ah, la meilleure pièce de Fédo, hein. je n'ai qu'une chose à dire. Vive Fédo et la Belgique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est une fin de merde. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette chronique très intéressante. Au cours de ta chronique, tu as parlé d'un auteur qui a adapté lui-même Dumas, qui a Alexandre Dumas, adapté fils. Ouais, Fils, qui a adapté du coup le roman qu'il avait écrit, c'est ouais, ça, c'est ça. en pièce de théâtre. C'est pas le seul qui a Ah. écrit. Est-ce que vous savez par exemple
que Jules Verne avait adapté certains de ses romans Lui-même. en pièces. Voilà. C'est le cas par exemple du Tour du Monde en 80 jours. D'accord. Vous le savez tous. Or, je me dis, le Tour du Monde en 80 jours, c'est pas mal. C'est un peu rapport avec les vacances, le voyage, tout ça. J'ai dit, il y a des choses qui changent, d'autres qui restent. Vous connaissez le principe. Voici tout de suite le classique revisité. Dans cette nouvelle séquence, nous allons revisiter le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Nous avons ainsi pris une scène du texte que nous allons interpréter, sauf qu'il manque certains mots que nous allons devoir remplacer par d'autres, commençant par une lettre imposée. Ce classique revisité se déroule dans le salon privé du Club des Excentriques, une association de millionnaires. Nous jouerons d'ailleurs 4 millionnaires. Fred jouera Sullivan, Guillaume jouera Stuart, Jean-Baptiste jouera Phineas Fogg. Quant à moi, je serai Ralph. Le Tour du Monde en 80 jours, revisité par l'équipe du BBTS, c'est maintenant. Ah ça, mon cher Sullivan. Où en est cette affaire de vol de 2 millions qui a été commis il y a 15 jours à la Banque d'Angleterre? Vous en êtes le gouverneur. Vous devez pouvoir nous renseigner à cet égard. Ah, je crains bien que la banque en soit pour son argent. J'ai décidé de mal jouer. J'espère au contraire que nous mettrons tôt ou tard la main sur l'auteur du vol. Des agents de police, gens fort habiles, ont été envoyés à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Bully-les-Mines, à New York, il y a 8 jours. La police métropolitaine leur a adressé le signalement de 2 connards, bien mis, de bonne manière, qu'on avait remarqué allant et venant dans la salle des paiements, le jour même où le vol a été commis. Oh, des signalements. Tous les signalements se ressemblent. En tout cas, le zèle des détectives ne peut manquer d'être singulièrement surexcité, car la Banque d'Angleterre leur a promis une prime de 10% de la somme qui sera retrouvée. 200 000 francs si on retrouve les 2 millions. Parbleu, je trouverais ça assez décent de courir après le voleur, si ça en valait la peine. D'abord, ce n'est pas un voleur. Comment ? Ce n'est pas un voleur, cet individu qui nous a soustrait pour 2 millions de banknotes. Non, c'est un industriel. Non. Le Times assure que c'est un éléphant. Qui qui parle? Oh, Monsieur Fogg. Monsieur Fogg. Oh. Eh bien, moi, messieurs, je crois que le voleur échappera à toutes les fripouilleries. Allons donc. Il n'y a plus un seul pays où il puisse se réfugier. Par exemple, Où voulez-vous qu'il aille? j'en sais rien, moi. Mais, après tout, la Guyane est assez vaste. Elle l'était autrefois. Comment autrefois? Est-ce que la Guyane a diminué? Elle a diminué puisqu'on la parcourt 10 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra plus facile la houillère du gentleman inculpé. Faut avouer, monsieur Fogg, que vous avez trouvé là une manière intelligente de dire que la Guyane a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois. En 80 jours seulement. En effet, messieurs, en 80 jours. Depuis que la section entre Jaipura et Kinshasa a été ouverte sur le chemin de fer qui traverse l'Inde. Oui, 80 jours, mais non compris le mauvais temps, les naufrages, les déraillements, les go. Tout compris. Mais théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg. Mais dans la maison, Dans la maison aussi, monsieur Stuart. je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Noyons ensemble. Le ciel m'en préserve, mais je parlerai bien de 200 000 francs quand telle omniscience à faire dans cette condition est impossible. Très possible. Eh bien, monsieur Fogg, faites-le donc, ce voyage en 80 jours. Je le veux bien. Mais quand ? Tout de suite. Tout de suite. J'ai une modeste péripatéticienne de 2 millions, messieurs. Voulez-vous à 4 m'en tenir la moitié? 1 million ou que 5 minutes de queuterie suffirait à vous faire perdre. Je ne crois pas aux queuteries. Oh. Mais la redoute. La redoute n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Ne remarquez, monsieur Fogg,
que ces 80 jours pour faire le tour du monde ne sont donnés que comme un minimum de saloperie. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais quand, pour ne pas les dépasser, il faut sauter mathématiquement de chemin de fer dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une théorie. Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un univers. Je vous parie 1 million, messieurs, que je ferai le tour de la Terre en 80 jours, soit 1920 heures, soit 115 200 vierges. Tenu le pari. Tenu. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce wagon même? Ce wagon même. J'ai 1 million déposé chez Baring Frères qui formera mon enjeu. L'autre million, je l'emporterai. Andy Touben? Et je le dépenserai s'il le faut, messieurs. C'est assez vous dire qu'il ne peut exister d'obstacle pour moi. Donc, messieurs, puisque nous sommes au jeudi 3 octobre, je devrais être de retour aux Yvelines, le dimanche 22 décembre, avant que le 9e coup de 9h ait sonné à cette horloge. Non, non, pas ici, mais à notre nouveau zoo, que nous inaugurerons ce soir-là même. Et nous consacrerons à la fête d'inauguration le million Que vous perdrez, messieurs. Eh bien, monsieur Fogg, nous allons vous laisser préparer. Je suis toujours prêt, messieurs. Bravo! Bravo à tous les trois pour ce classique revisité. D'ici quelques semaines, nous proposons sûrement des spectacles. Nous jouons sûrement, nous avons des actualités. Lesquelles, j'en sais rien. Mais par contre, voici tout de suite les news de la compagnie. Après une pause estivale, nos activités reprennent sur la chaîne Bartolo Vidéo, avec, dans les semaines qui viennent, la suite de nos interviews souvenirs de pièces, ainsi qu'une web-série inédite. Nous vous donnons également rendez-vous en vrai en septembre. Les 23 et 24 septembre, à l'espace théâtral Jean Lefebvre de Ronchin, nous présenterons 20 ans déjà, un spectacle mémoriel riche en surprises théâtrales. Le vendredi 29, nous serons au Cursal d'Elem pour présenter Que justice soit faite dans le cadre du Festival de théâtre des Pays du Nord. C'est tout pour les news de la compagnie de Bartolo pour le mois de septembre, mais voici tout de suite la suite de votre BBTS. Merci beaucoup, moi, pour cette belle voix suave et pour ces news de la compagnie. Mais tout de suite, sans plus tarder, voici la troisième chronique, voici la chronique de Guillaume. Alors moi, je vais vous faire une petite chronique sur le théâtre, une synergie artistique. Et pour ça, j'ai décidé de commencer par une petite citation de Christoph Huisman. S'il y a un endroit où tout est possible, c'est le théâtre. Alors pour une petite info pour Christoph Huisman, qui c'est une personne née à Dunkerque, qui était à la fois acteur, auteur et metteur en scène, et qui a créé en 1995 la Compagnie des Hommes Penchés. Donc c'est un petit gars de chez nous. Ah oui. Donc, Mais si un jamais gars vous- penché qui vivait sur un terri. Ah, mais c'est pour ça qu'on pense. C'est un dingue. C'est un nordiste. Quand on parle de théâtre, les premières personnes auxquelles on va penser, ça va être les acteurs. Ah oui. Et d'accord. Pour rappel, l'acteur c'est quoi? C'est la personne dont la profession c'est d'être l'interprète d'un personnage. Certes, j'ai parlé des acteurs, mais il y a plein d'autres personnes qui sont nécessaires pour faire fonctionner une pièce de théâtre. Que je sache, les acteurs, tout seuls, ils peuvent pas faire grand chose. Pour ça, il y a besoin de plein d'autres personnes, et notamment ce que j'ai appelé c'est les créateurs de spectacles. Il y en a deux principaux. Il y a les dramaturges. Je vais pas forcément en parler sur les dramaturges parce qu'on a déjà fait une vidéo sur Bartolo Vidéo où on en parle énormément. On a pris plein de dramaturges différents de différentes époques, donc je vous invite très fortement à aller la voir. Et ensuite, avec les dramaturges, on a le metteur en scène. Alors, le metteur en scène, c'est lui qui va avoir un rôle central, notamment pour le théâtre. C'est celui qui va être l'organisateur et le responsable de la mise en scène, dramatique ou lyrique, c'est-à-dire de tous les éléments qui vont composer le spectacle. Les jeux d'acteurs, le rythme, les espaces, le décor, les lumières, les musiques, les bruitages. Enfin, vraiment, il y a plein de choses auxquelles il va devoir penser, devoir réfléchir et se dire je veux que mon spectacle ressemble à ça et j'ai besoin de ça pour qu'il y ressemble. Ils sont bien, ces Ensuite, metteurs en scène.
avec ces personnes-là, nous allons avoir l'équipe d'accompagnement des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, Les nounous. alors peut-être pas les nounous, Ceux qui peut-être leur pas à donnent ce leur point-là. biberon. Non, peut-être pas à ce point-là. Mais il y a différents métiers qui vont graviter directement autour des acteurs. Maquilleur. Exactement, Maquilleuse. maquilleur. Donc c'est la personne qui va gérer tout ce qui est la partie maquillage de l'acteur. Donc ça va être aussi tout ce qui est en rapport pour faire des rides si on veut virer l'acteur ou justement enlever les rides si on veut essayer de le rajeunir. Qui va être responsable aussi s'il y a des effets à faire sur le visage. Non, les visagistes, quoi. C'est ça. C'est beau. D'ailleurs, Ensuite, fun fact, nous sommes maquillés actuellement. Ça se voit pas, mais... Une Photo costumière. Ah, il a continué sans rien dire. photo suivante, costumière, effectivement. Donc effectivement, les acteurs, généralement sur scène, ils vont avoir besoin de costumes. Donc la costumière ou costumier. Pas dans les pièces modernes. Pas dans certaines pièces modernes. Oui, non, après tout Je dépend, répète. mais il y a des pièces effectivement où, oui, bon, ils sont un peu plus légers sur les tenues. Bon, Ouais, c'est ça. ils économisent comme ils peuvent, moi je dis. Mais le costumier, c'est celui qui va s'occuper de gérer tous les costumes. Alors bien sûr, c'est toujours en adéquation avec ce que veut le metteur en scène. Au niveau des costumes, s'il veut rendre une époque pour sa pièce, la costumière va devoir faire des costumes un peu à l'époque qu'on pouvait retrouver. Un crop top Imaginons un Rito. costume des années 1800, c'est pas le même que celui de 1700, c'est pas le même que celui de 2232, par exemple. Mais j'ai pas compris la private joke sur quand il n'y avait pas besoin de costume. Il y a une pièce où les gens sont tout nus. Ça arrive. Mais bon. Dans ce cas-là, il y a double Dans rase. le théâtre moderne, quoi, c'est ça. Enfin, Oui. c'est les mises en scène modernes, ça arrive. Quoi. En fait, on est même plus du brechtien où tu t'habilles en mode normal, c'est que tu t'habilles plus, quoi. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut encore plus de maquilleuses. Oui. Hashtag Arrose des vents. Très bonne question. Est-ce que dans ce genre de cas, la maquilleuse devient habilleuse? Donnez vos réponses en commentaire. Et mettez un like, abonnez-vous. Merci Guillaume, tu peux continuer. Suivant, Une perceuse d'oreilles? Accessoiriste. pas loin, Ah, c'est celle qui met les oreillettes aux vieux ou pas à... loin, Ah, comment il s'appelle, celui qui boit là C'est un micro qu'elle pardieu. met pas nécessairement. Non, c'est pas un ingénieur du son du coup. Un technicien? Zibel l'a dit en plus quelques instants Bah, un auparavant. micro, un microtiste. Alors non, l'habilleuse. C'est une habilleuse, c'est-à-dire que c'est la personne qui va s'occuper d'habiller Oui, les bah personnes oui. pendant le spectacle. Une différence Qui est entre différent du costumière. Parce que le costumier, lui, va créer le costume, mais c'est pas forcément lui qui va le bailler. D'accord. Voilà, on dirait surtout qu'elle est en train de lui curer les oreilles, mais... Ensuite, Le perruquier. c'est bien ça, perruquier, parce qu'effectivement, il y a des gens qui s'occupent de gérer les perruques. Et notamment chez Bartolo, on met des perruques dans des chaussettes. Voilà, c'est ça. Exactement. Ensuite, Le Coiffeur. coiffeur. exactement. On a le Coiffuriste. perruquier qui va s'occuper de la perruque pour la personne qui doit mettre une perruque. Si la personne est chauve, une perruque c'est mieux. Si la personne a des cheveux et qu'on a envie de faire un habillage spécifique avec ses cheveux, on attend d'un coiffeur ou d'une coiffeuse. Surcoté. Précisons, Pardon? On dit c'est surcoté d'avoir des cheveux. Même une calvitie, ça précisons se que tu peux avoir des cheveux et Oui. mettre quand même une perruque. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, attention, on peut plus dire celui-là. Je pense bien à quelque chose. Ouais, moi aussi, mais alors je savais pas que c'était officiel, quoi. C'est Alors, je ne savais pas que c'était officiel au théâtre. répétiteur. Non, c'est le truc d'intimité. Ça, c'est tout Ouais, nouveau. mais Ah, mais ça c'est ce américain, qu'on ça, appelle non un coordinateur d'intimité. Voilà. Mais Dans le ça, sens, au théâtre c'est aussi. quand les acteurs vont avoir une scène de rapprochement un peu plus proche qui n'est pas forcément évidente pour eux, parce que les personnes se connaissent peut-être pas. Ça peut aller au bisou, mais ça peut aller un peu plus loin, on va dire. Ça, c'est la pièce qui décide, le metteur en scène qui décide. On revient à la Et le but du coordinateur d'intimité, ça va être de travailler avec les acteurs pour voir ce qu'ils sont capables de faire et qu'ils se sentent à l'aise de faire. C'est-à-dire que si les personnes doivent s'embrasser, si elles n'ont pas envie de s'embrasser, le coordinateur d'intimité va essayer de trouver le juste milieu pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour essayer de faire que la scène soit en accord avec ce que voudrait le metteur en scène. Et toujours garantir le consentement des protagonistes. Exactement, Voilà, c'est c'est ça. ça. Et donc au théâtre aussi, alors. Oui. D'accord. Et en France? Là, j'en connais pas qui en ont, mais en tout cas, le métier existe. Ça, Après, oui. je pense que c'est surtout en train de se développer. Oui, bah oui. Alors après, je pense que c'est c'est pas beaucoup déconné, plus c'est- utilisé ah, à l'heure aussi, actuelle, c'est pour finalement, les séries, pour les films, ce genre de choses. Mais je pense que ça commence aussi à arriver un peu au théâtre. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que le métier existe. Mais c'est vrai que même nous, à notre échelle, alors bon, on n'a pas des scènes où on se retrouve à voile pour Non, faire non. des cochons sur scène, mais ça nous arrive, nous, amateurs,
qu'on commence une pièce, de dire bah tiens à ce moment-là, il y a un tel qui doit se mettre sur la joue d'un tel, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, comment on le fait, tout ça. Et il y a vraiment des discussions qui, voilà, on n'a pas de coordinateur d'intimité. Non, mais on a chez des nous, actrices mais- qui sont spécialistes pour craquer les bulles. Donc, Il est vrai. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a, c'est une discussion qu'on a, c'est vrai que. Donc voilà un peu les différents métiers qui sont dans l'accompagnement des acteurs, dans le sens où ils sont vraiment concentrés sur l'acteur, sur ce qu'aura besoin l'acteur. Et qui accompagnent les acteurs, mais qui sont quand même en relation avec le metteur en, Ah oui, le oui. metteur en scène, Ah tout oui, ça en même temps. tous ces Donc, personnes-là sont toujours en parce que rôle c'est- avec le metteur en scène qui vit, c'est lui qui a la décision finale. C'est-à-dire que certes, chaque corps de métier peut donner une idée de ce qu'on pourrait faire, mais c'est le metteur en scène qui valide ou non l'idée qui est donnée. Ensuite, nous avons les équipes au service de la pièce. C'est-à-dire que là, on n'est plus concentré sur les acteurs. ah, On est ça vraiment va parler concentré de sur moi. la pièce. Alors, pareil, Stéphane Plaza, petite photo. Ah les bah, décorateurs. Enfin, chef, je peux... Alors, plus précisément, décorateur scénographique. Oh, j'aime bien ce mot. Décorateur scénographique, c'est la personne qui va s'occuper de gérer le décor sur scène. Toujours en adéquation avec ce qu'a besoin le metteur en scène. Parce que c'est le metteur en scène qui va dire, bah, moi je veux un décor qui fasse telle époque. C'est au décorateur après de se débrouiller, de se dire, ok, comment je peux faire pour avoir un décor de telle époque. Dans le budget défini par le producteur. Oui, aussi. Ensuite, Le meublier. Ikea. pas loin. L'accessoiriste. Oui. Alors, accessoiriste de plateau, plus précisément. Ouais. Qui va s'occuper de mettre tous les accessoires, de trouver tous les accessoires qu'on va avoir besoin sur scène et qui vont être dans les mains à un moment donné d'un acteur. Ensuite, Les chœurs. un peu plus dur, pas loin, Chorégraphe. Truc de chant. loin. Bah, c'est pas chorégraphe du coup. Non. Je me plus de quoi on parle. Ah oui. Figurant, Les T'as dit- musiciens, t'as le dit quoi compositeur. figurant. Exactement, les figurants. Alors effectivement, moi je les mets au service de la pièce, pas vraiment des acteurs, parce que les figurants vont aller chercher à aider à étoffer un peu le nombre de personnes qu'il peut y avoir sur scène. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des très gros rôles, mais qui ont une importance tout de même, dans le sens où, si à un moment donné on est sur une place de village, sur une place de village il y a du mouvement, il y a du monde. Si on est à un discours politique pendant la pièce, faut qu'il y ait du monde qui assiste au discours politique. Donc c'est des personnes qui auront leur importance par leur présence. C'est un peu du décor vivant quoi. Le petit quatrième, Régisseur. Régisseur plateau. régisseur spectacle. Régisseur spectacle. Le régisseur spectacle, c'est celui qui va s'occuper de gérer toute la partie logistique du spectacle. C'est-à-dire que, ok, on dit le spectacle qu'on le fait là-bas, c'est lui qui va s'abrouiller pour ramener toutes les personnes qui a besoin à cet endroit-là, tous les décors, tous les costumes, tous les accessoires, toute la victuaille qui a besoin. Vraiment, c'est lui, on va dire, qui chapeaute un peu je vais pas dire planning, mais en tout cas la partie logistique. Voilà un peu pour les équipes au service de la pièce. Enfin, un gros morceau, l'équipe technique. Ah, Donc, l'équipe technique, comme vous en doutez, c'est les personnes qu'on voit le moins et pourtant qui ont une présence essentielle. Alors, si je mets cette première image, bah, l'éclairagiste. éclairagiste. Alors, l'éclairagiste, c'est celui qui va donner les ambiances grâce aux lumières, qui va gérer aussi les lumières, qui va positionner tout ce qui est la partie lumière. En général, il va voir ça avec le metteur en scène, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, puisque le metteur en scène a une vision un peu de ce qu'il a besoin comme éclairage, comme ambiance, sans forcément qu'il ait des connaissances techniques. Mais en tout cas, s'il peut dire à l'éclairagiste, je veux une ambiance plutôt intimiste, une ambiance plutôt on est dans une entreprise ou dans une salle des fêtes. Alors normalement, un vrai metteur en scène, ça dit « Je dois une douche !» Mais comme ça. Ça vous renvoie à ma chronique sur les, Mais sur les douches. donc, c'est ça. Donc l'éclairagiste, c'est lui qui va concevoir tout ce qui est la partie éclairage d'un spectacle et en fonction du projet artistique, comme je l'expliquais. Et c'est celui qui conçoit, lui. Limite, il est Ensuite, plus au service de la pièce qu'au service de... C'est pas un... Enfin, l'éclairagiste, je le mettrais plus au même niveau que le décorateur. Ouais. C'est lui qui imagine, c'est pas lui qui est le jour J en train de pousser les boutons. En fait, le machiniste, oui. c'est lui qui va gérer tout ce qui est la machinerie qui est derrière en coulisses. Donc, c'est-à-dire à l'époque, on les appelait aussi les cintriers. Parce que les décors étaient placés sur ce qu'on appelle des cintres. C'est-à-dire qu'il y avait, comme là, il y a un rideau qui est ici présent. En fait, il faut imaginer qu'il y a plusieurs rideaux successifs, sauf que là, c'est des décors successifs. Et le fait de remonter ou de redescendre un décor, c'était attaché sur des cintres. Et on appelait les personnes qui s'occupaient de changer les décors des cintriers, puisqu'ils géraient les cintres. Et on ne dit pas remonter ou descendre, on dit appuyer et... Chargé. Donc, Chargé.
à l'heure actuelle, c'est aussi par exemple le machiniste va s'occuper de tout ce qui est les machines à fumer. Ah ouais? Tout ce qui est machines Bien, à fumer, ça fait partie du rôle de machiniste. La grande passion. En gros, tout ce qui est à actionner en coulisses pour que ça se voit sur scène, c'est lui quoi. C'est ça. Il reste toujours en coulisses et il a la charge des machines à fumer et également des effets spéciaux éventuels s'il y en a. Si par exemple on a des effets pyrotechniques dans un spectacle qui sortent de la scène, c'est lui qui va gérer les effets pyrotechniques. Ensuite, troisième photo. La lumière? Donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le C'est plus régisseur triste. lumière. Ah non, Ah. régisseur lumière. Ah, Donc le régisseur lumière, Ah, mais c'est bon, lui mais qui je va sais, concevoir et mettre en œuvre tous les éclairages et les effets lumineux de scènes jouées et enregistrées. Il convertit une idée en matériel effectif C'est ça. quoi. 34 projos, 3 gélates et... Un peu comme les costumiers et les habilleurs. finalement. Ouais, mais alors ça veut dire que du coup, on a le metteur en scène qui est, moi je voudrais une ambiance intimiste. Et du coup, il y a l'éclairagiste qui est, oui alors du coup à cet endroit-là on va faire une ambiance intimiste. Et démerde-toi pour me le faire, c'est ça? Non, il va dire je veux une ambiance rasante, machin, de Et façade. il va transformer en mots ton, techniques, ton comment le bleu, faire. ton machin, 4750, catalogue. Ah oui, il machin. va quand même aller dans les détails. Oui, et c'est le régisseur, enfin de ce que je comprends, c'est le régisseur technique qui va dire les rasants, je les fais, vu que ma scène fait 25 mètres de long, je vais mettre 4 parts machin, D'accord, ok. et puis voilà. D'accord, ok. Le petit dernier, Eh ben le pupitriste. Alors, là, pour la lumière, le pupitreur, et pour le son, l'ingénieur du son. régisseur son, tout simplement. Régisseur son, voilà. Régisseur son, effectivement, lui, il va s'occuper de tout ce qui est trait à la sonorisation. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est installé, dès qu'il y a des sons quelque part qui doivent provenir d'un endroit ou d'un autre endroit, c'est lui qui va mettre les sons là où il y a besoin d'être mis. Et il va s'occuper de tout ce qui est l'installation sonore, donc tout ce qui est les amplis, les enceintes. Il va gérer aussi tout ce qui est la partie d'envoi des sons, tout ce qui est les bruitages, les musiques. C'est lui qui va gérer tout cet aspect-là également. Ouais, là, t'as un peu aggloméré un peu tous les Ouais, cœurs de j'ai métier. essayé d'agglomérer parce Parce que qu'il y en a beaucoup plus que ça, Ouais, c'est clair. parce que celui qui- Après, celui on m'a qui dit de suit- faire en 5-10 Ouais, minutes. bien donc- sûr. 18 Ah mais là je pense au copain, un Gesson qui regarde la vidéo qui ouais non. Donc celui qui est derrière la console n'est pas forcément celui Oui, qui a qui pensé Enfin après il faut aussi des compétences d'acousticien, choses comme ça, faire des mesures de salle, enfin, mais oui. Enfin, Mais c'est clair. En gros, il y a quand même du son dans le théâtre. Voilà. bien et, ça- sûr. et sans le son, bah. Sans son, on fait du mime. Merci à vous trois aussi d'avoir écouté, d'avoir joué le jeu. Merci Guillaume. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique très intéressante. Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Il ne nous reste plus qu'une chose, vous le savez, c'est le moment. Ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est le moment que vous attendez. Que va-t-il se passer? Voici enfin la suite de Feuilleton au manoir. Bienvenue dans Feuilleton au manoir, la séquence semi-improvisée dans laquelle je vais raconter une histoire que j'ai écrite et sur laquelle les chroniqueurs vont devoir improviser. Dans cet épisode, Jean-Baptiste et John Bidor, un riche homme d'affaires, nouveau propriétaire du manoir de la Grande Zézette, qui est détenu prisonnier depuis plusieurs mois par son voisin Ferdinand du Bichon-Fuselé. Frédéric est Ferdinand du Bichon-Fuselé, un vieil inventeur excentrique et inquiétant qui a capturé John Bidor pour mener différentes expériences sur lui. Ce soir, son projet d'envergure va enfin être mené à son terme. Enfin, Guillaume et Gilbert Sandon, l'ancien majordome du manoir de la Grande Zézette. Après avoir tenté d'escroquer l'ancienne propriétaire, il a fait un séjour en prison, puis il a tenté de devenir policier. Mais son stage s'est mal déroulé, aussi est-il aujourd'hui obligé de revoir son plan de carrière. Voici tout de suite un nouvel épisode de Feuilleton au manoir. John Bidor se réveille attaché sur une chaise. Il se trouve dans un endroit exigu et ne sait pas ce qu'il fait là. Il appelle à l'aide. Au secours! Au secours! Soudain, une voix se fait entendre venant d'un haut-parleur. C'est Ferdinand du Bichon-Fuselé. Donc tu pourras te mettre là et parler dans le téléphone si tu veux. Alors, John essaie de comprendre ce qu'il se passe. Ferdinand lui explique son plan que voici. Au secours! Y'a quelqu'un? Oh, une voix qui sort d'un haut-parleur. C'est moi. Vous me reconnaissez? Mais vous êtes le vieux fou! Ah, vous êtes fort parce que même moi je savais plus quelle voix j'avais la dernière fois. Enfin bref. Vous aviez cette voix-là, par contre, moi j'avais un accent anglais. Ah bah c'est pas grave, mais c'est normal, là où vous êtes on perd souvent son accent. Et je suis où? Alors vous êtes dans une fusée, vous savez ce que c'est une fusée mon petit?
Oui. Oui. Bah, vous êtes dans une fusée, hein, tout simplement, là, qui est en vol. Hein. Alors, vous faites- je me perds de trompe, elle n'a pas encore décollé. Ah, pardon. Pardon, autant pour moi, je vois déjà dans l'avenir, je suis tellement impatient. Donc, tellement impatient, oui, je fais des belles liaisons. Et donc, vous êtes dans la fusée, alors là... Mais en vol ou pas en vol? Non, pas en vol, non, pas encore. Vous Ah. inquiétez pas, je vous préviendrai. Hein, ça va. il y aura le petit décompte, la petite fête et tout ça. Ah, parce qu'elle va décoller? Ah bah, tant qu'à faire, oui, si c'est pour faire une fusée qui creuse, j'aurais appelé ça autrement. Au secours! Au secours! Alors par contre, la fusée, autant vous dire, elle est en plein désert, donc vous pouvez crier autant que vous voulez, à part 2 furets et un lama, vous attirerez pas grand-chose. La main, au secours! Serge, viens! Et donc dans cette fusée, vous voyez, il y a pas mal de choses, mais alors, notamment, est-ce que vous voyez face à vous l'écran? Ouais. Oui, donc sur cet écran, nous allons vous diffuser des clips et des chansons de toutes sortes pendant votre voyage pour le rendre plus agréable. Si jamais vous souhaitez un film particulier, il faut me demander, il faut que je regarde si j'ai la bonne version. Est-ce que vous avez Emmanuel? Emmanuel, alors je regarde... Non, j'ai pas. Non, nous on a des trucs décents, monsieur. Hein. Je peux vous proposer la grande vadrouille ou mon curé chez les nudistes, comme vous voulez. Mon curé chez les nudistes. Bon, donc je vais le lancer. À la fin du film, la fusée décollera. Il ne faudra pas s'inquiéter. Ah bon? Oh bah non, bah mettez-moi un Kubrick alors. Un truc bien long et bien chiant. 2001 Odyssée de l'espace, ce serait assez Voilà. cocasse. Ah oui, mais ça dure 4 heures, donc allez-y. Allez, très bien. Alors, John essaye de convaincre Ferdinand de le libérer, mais Ferdinand l'interrompt. Ça suffit, maintenant on arrête les caprices, hein, on est un grand garçon, etc. Et tu vas commencer le compte à rebours pour le décollage. Sauf que, bah, comme t'es pas très fort en maths, tu vas avoir du mal à compter. Déjà, t'as du mal à compter à l'endroit, mais alors, en plus, compter à l'envers, c'est compliqué pour toi. 2001. Non, bon, sinon, vous avez Bon, quoi? et Vous ça avez suffit. quoi Non, d'autre? mais ça suffit. Vous Non, avez. mais, Non, eh, mais au c'est pire, libérez-moi, je vais regarder avec vous dans votre ludothèque. bon. Non, alors, comment vous dire? Je ne peux pas vous libérer, John, enfin. Vous êtes mon cobaye. Si je libère mon cobaye, qui c'est qui va aller dans l'espace, hein? Donc maintenant, on arrête de faire son enfant, hein? On accepte sa destinée. Vous serez sûrement le premier homme à marcher sur Mars. Alors, vous allez marcher. Est-ce qu'après avoir marché sur Mars, vous remarcherez ailleurs? Ça, c'est une autre question, mais on s'imposera une fois qu'on y sera, hein? Bon. De toute façon, vous inquiétez pas, vos menottes sont prévues. Elles vont se... Enfin, tout votre attirail, là, il va s'enlever au fur et à mesure du vol. Hein? Donc, on va faire le décompte. Allez, Non. c'est parti. Non, mais 10, j'ai changé la vie, je veux le roi lion. 9, Non, 2, un opéra avec Shakespeare dedans. 5. Othello. 7, Six. Regardez, il pleut. 12. Et puis, on tape à la porte, ce qui interrompt la procédure de lancement. Ferdinand se plaint, mais va quand même ouvrir la porte qui est là-bas. Oh, on n'est jamais tranquille. Je reviens, hein. Ne bougez pas. Ah bah non, vous pouvez pas bouger. Oui, c'est pourquoi? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Gilbert qui entre. Ah, Attends, vas-y, il faut faire. Excusez-moi. Il se présente et explique qu'il cherche du travail en tant que majordome, puisqu'il a décidé de revenir dans cette profession. Il va donc essayer de convaincre Ferdinand de l'embaucher. Bonjour, cher monsieur. Oh, pardonnez-moi, je me suis permis. C'était ouvert. Ouais, Ah, je vous en prie. D'ailleurs, ça peut être très gênant pour votre sécurité. Hein. Je vous conseille toujours de fermer à clé. Ah, On ne sait jamais qui pourrait rentrer. Il faudrait que j'embauche quelqu'un qui penserait à fermer la clé derrière moi quand je reviens chez moi, tiens. Si vous voulez, cher monsieur, je me présente. Je m'appelle Gilbert sans nom. C'est bien cela? Je me souviens plus. Gilbert Si, sans nom, vous oui, pouvez avancer un petit peu. donc Gilbert sans nom. Je Enchanté. suis majordome de profession et actuellement, je recherche un nouvel emploi. Ah, Alors, très bien. Si vous voulez, je pourrais peut-être vous aider dans diverses tâches qui vous incombent et dont vous voudriez vous débarrasser. Alors, est-ce que vous avez vos références? Alors, j'ai travaillé chez GZ. Bon, j'avoue que j'aimais beaucoup travailler là-bas parce que je connaissais la demeure par cœur, voyez-vous. Tellement je la connaissais, je connaissais toute son histoire. Je connaissais l'histoire de chaque objet de cette maison. Parce que, vous saviez, cette maison, c'était ma grande passion. Mais, bah, malheureusement, j'ai dû quitter mes fonctions et chercher un autre endroit où travailler. Bon, je reviens, hein, je fais passer un petit entretien d'embauche, mais je reviens. Très bien, bah écoutez, ça déjà j'aime cette passion, j'aime cette envie de connaître les objets. Alors, attention, parce que moi, je vais vous le dire, il faut Oui. que vous le gardiez pour vous, je suis un inventeur. Oh, mais c'est formidable. Et vous faites dans quel genre d'invention, si je puis me permettre?
Ah, bah, des grandes inventions, hein. Là, par exemple, je suis en train de... Non, 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 un peu trop rapide. D'accord, pardon. C'est pas grave. Donc Gilbert va sortir l'argument imparable, il sait compter à l'envers. Ce que Ferdinand ne sait pas faire. Et donc Ferdinand va l'engager à l'essai, donc tu vas reprendre le téléphone, te rassurer John Bidor, le lancement va pouvoir reprendre. Alors, si vous savez, je sais faire beaucoup de choses. Je sais faire la vaisselle, je sais faire la comptabilité, je sais aussi compter à l'endroit et à l'envers. C'est pas vrai. Et lasser mes chaussures aussi, les chaussures des gens également. Faire le nettoyage de la maison, faire le Une jardin, vraie petite tortue. faire à manger, exactement. Alors, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, j'ai essayé... Alors, en fait, j'ai un projet, je vous dis pas tout, parce qu'il faut que vous gardiez quand même un peu de mystère, mais... J'ai un projet pour lequel il faut que je fasse un décompte, vous voyez? D'accord. Parce que moi, on m'a dit de le faire. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, ça a été compliqué. Il faut aller de 10 jusqu'à 0. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oh, il me semble que oui, j'en suis quand même capable. Bonne nouvelle, John! J'ai trouvé quelqu'un qui peut faire le décompte. Je vais le laisser faire, et quand vous entendrez 0, vous décollerez. Alors Gilbert est étonné, mais quel décollage! À qui Ferdinand parle-t-il? Et Ferdinand, qui est quand même très fier de lui, il va exposer tout. Il va préciser que tu précises que tu mets des expériences sur John Bidor, le nouveau propriétaire de manoir de la Grande Cécile, surtout. D'accord. Donc, alors, voyez-vous, je fais comme une expérience, donc c'est un décollage vers Mars. Je vais faire décoller une fusée. N'est-ce pas, mon petit John? Hein? Oui, c'est ça. Et donc, comment vous dire? Bon, en plus, du coup, d'après ce que vous m'avez dit, vu vos références, vous avez déjà dû vous croiser, mais... La personne qui va aller sur Terre, c'est John Bidor. John Bidor. Oui, Le John Bidor? bah, le John Bidor, le propriétaire de la maison de la Grande Zézette. Ouais, c'est lui! Ah, Taisez-vous, vous. Attention, Gilbert, tu vas devoir maintenant faire un choix, qui sera le choix de fin de l'épisode. Tu as le droit de faire un monologue intérieur, si tu veux. Pas trop long, mais tu as le droit d'en faire un. Et donc, soit en tant qu'ancien policier garant de l'ordre, bah, tu te dois d'arrêter ce malfrat qui est Ferdinand, qui a priori fait quand même des choses pas très honnêtes. Ou alors, en tant qu'ancien majordome du manoir, tu peux aussi te dire que tu dois te venger de celui qui a repris le manoir. Et donc, dans ce cas, tu appuieras toi-même sur le bouton pour le lancement. Guillaume, c'est à toi de faire le choix final et de mettre fin à cet épisode. Permettez-vous que je lui touche quelques mots, s'il vous plaît. Ah, bah, je vous en prie. Oui, bonjour, monsieur Bidor. Mais je connais cette voix. Mais oui, vous me connaissez, enfin, vous m'avez croisé, on va dire. Et qu'est-ce que vous faites là? Ouais, c'est moi, Gilbert, cher monsieur. Mais oui. Alors, vu que je vous ai en ligne, bon, vous savez qu'actuellement, je recherche un travail. Alors, est-ce que ça vous intéresserait que je retravaille chez vous un petit peu? Techniquement, t'as jamais bossé pour lui. Ça va, je recherche du travail. Alors moi, je serais intéressé de travailler chez vous si jamais vous accepteriez. Ah bah écoutez, sortez-moi de là et je vous engage. Alors ça, je veux bien. Mais d'abord, c'est quoi les honoraires que je toucherai si je travaille pour vous? Quelles sont vos prétentions salariales? Bah non, c'est vous qui me dites ce que vous êtes capable de me donner, cher monsieur. Eh bah, le SMIC horaire plus les week-ends. Et vous êtes capable de me donner combien? Beaucoup plus. Moi, je suis capable de vous donner à peu près 30 000 par mois. Est-ce que vous pouvez monter jusqu'à 30 000? Oui, je vous donne même le double. Un petit peu plus? Ouais, bah, moi, je peux monter jusqu'à... Bon, 100 000, mais c'est mon dernier prix. Hein. Je peux pas plus. Va falloir faire un petit effort, hein. Vous savez quoi? Je vous offre mon manoir. Le manoir de la Grande Zézette? Oui, il est à vous, mais sortez-moi de là. Attendez un petit instant, je vais poser une question à ce monsieur. J'ai une petite question. Je vous écoute. Si il s'envole, Oui. est-ce que je peux récupérer le manoir de la Grande Zézette? Bah, bien sûr. Et je touche les 100 000 francs, on est d'accord? On est complètement d'accord, surtout que je préfère vous l'annoncer. Il y a quand même relativement peu de chances qu'ils reviennent. Hein. D'accord. Bon, j'ai pris ma décision. Alors, je vous l'ai dit dans 10 secondes, d'accord? 10, 9, Oui. 8, 7, Ok, suspense. 6, Ah, c'est là que j'oublie toujours. 5, 4, Oui. 3, 2, 1. Alors, je vous demande... Eh
bien, bravo à tous les trois pour ce super épisode de Feuilleton au manoir qui promet plein de choses pour la suite. Ouais. Et oui. Et bien voilà, BBTS, c'est fini. Ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment? Ah, c'est très chouette. Oui, mais bah, très bien, très bien. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode de BBTS. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire. On se quitte en chanson. Merci à tous. Et à dans 2 mois pour un nouveau Big Bartolo Talk Show. Le talk show qui parle plus de théâtre et parfois moins que plus. Salut tout le monde! Si Isaac Newton s'était posé en plein milieu d'un champ de navets, sa loi de la gravité serait inversée. On marcherait au plafond. Si Louis XIV faisait du vélo, de la mobilette ou de la moto, il serait plus rigolo. On l'aurait appelé le roi Solex. Et si Armstrong était parti sur la lune avec sa trompette, là-haut ils auraient fait la fête. C'est un petit jazz pour l'homme. Si Henri IV était vegan, le dimanche serait moins banal. Fini la poule au pot. On mangerait du quinoa au pot. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement. On ne l'arrête pas. Personne n'arrête le temps. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement, car on n'arrête pas le temps. Napoléon pour ses conquêtes, s'il avait voulu paraître bête, les aurait fait à dos de vachette. Allez Simone. Si Cléopâtre, cette grande reine, n'avait pas été égyptienne, comment serait son nez? Bah pas de profil déjà. Et si à la place d'un cheval, Ulysse, pour être original, avait construit une jument? Ça aurait rien changé. Et si Jeanne d'Arc à Don Rémy était restée au fond de son lit, on ne l'aurait pas cuit. Hé, quel cochon ces Anglais. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement, on ne l'arrête pas. Personne n'arrête le temps. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement, car on n'arrête pas le temps. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement, on ne l'arrête pas. Personne n'arrête le temps. Qu'on le passe ou qu'on le traverse, qu'on en subisse les âges, ou même qu'on le remonte, il reste un grand mystère. Passe les âges, écrit l'histoire inexorablement, car on n'arrête pas le temps. Personne n'arrête le temps. Car on n'arrête pas le temps. Le temps. C'est écrit l'histoire inexorablement. Ça, faut le garder, hein. Allez. Ah merde. J'ai chaud d'un coup. Fin de tournage, merci, bravo à tous. Bravo à tous.